Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, plus d'un mois, peut-être même deux bientôt, que je n'ai pas filmé, que je ne vous ai pas posté une nouvelle vidéo. On ne va pas se plaindre, ça veut dire que la culture a repris et que je peux retravailler à peu près normalement, donc c'est déjà bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Attention, je fais le pari, un point lecture qui dure moins de 30 minutes. Dans ce point lecture, par contre, je n'inclus pas toutes les lectures que j'ai pu faire dans le cadre du printemps japonais organisé par Antastasia. Je vous ferai une vidéo à part entière à la fin du mois de mai. Le premier ouvrage que je vous présente, c'est Au commencement était la mer de Maïs Abe. Maïs Abe, c'est une autrice qui est chère à mon cœur parce que c'est sa pièce On dirait qu'elle danse qui est la toute première pièce que je monte avec ma compagnie, et c'est avant tout en fait une autrice de romans. C'est une femme algérienne féministe engagée. C'est son premier roman, Au commencement était la mer, qui est paru en 1996. Ça nous parle d'une jeune fille qui est Nadia, qui a tout juste 18 ans dans cette Algérie là de la fin du XXe siècle, et c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. C'est une lecture qui m'a vraiment marquée parce qu'on suit cette jeune fille qui a 18 ans, qui rêve d'amour, qui rêve de liberté, qui est enfermée en fait, qui est enfermée sous le poids des traditions dans un pays où il y a des violences, où il y a toute une histoire coloniale, où il y a la guerre, où c'était prenant comme lecture. On a vraiment le poids des traditions, on a le poids de la religion qui monte. Il y a le fait qu'on leur oblige au fur et à mesure aussi à porter le voile. Aux femmes qui ont déjà peu de liberté, on les restreint au fur et à mesure. Et pourtant, on a cette jeune fille qui a donc 18 ans et qui rêve de tout ce dont les filles de 18 ans peuvent rêver: aller à l'université, étudier, avoir un métier, tomber amoureuse. Et c'est ce qui va arriver à Nadia en plein été, comme ça, dans cette société où les rapports entre hommes et femmes sont très codifiés, et où une jeune fille n'a pas le droit de voir un garçon d'une autre famille s'ils ne sont pas mariés. Elle y est normalement interdit qu'elle ait des rapports sexuels. On a toute une réflexion là-dessus, sur la première rupture aussi, il y a énormément de choses qui se passent dans ce livre. Et on a la rébellion en Nadia. Et c'est en ça que le récit m'a énormément fait penser à l'Antigone d'Anouilh. Nadia, elle est vraiment cette figure-là de cette jeune fille qui dit non, qui s'oppose aux conventions et aux sociétés, à une société qui est complètement absurde, et qui dit non, qui représente la jeunesse, et qui dit je veux être une jeunesse libre ou je préfère en mourir. Et c'est très fort dans une langue sublime. C'est ce roman Au commencement était la mer. On a tout ce pays qu'est l'Algérie, toute cette ambiance. Enfin, moi qui ne connais pas du tout la culture algérienne et la culture du Maghreb et africaine en général, qui en suis très loin, mais ce récit, ça vous plonge comme ça dans un instant T dans un pays, et vous vous dites oui, enfin c'est cette réalité là en fait. Là, c'est une femme de ces pays là qui vous parle et qui vous dit voilà la réalité de mon pays, voilà ce qu'il en est, voilà la réalité des femmes dans mon pays. Et c'est à lire. Voilà, c'est à lire autant pour le discours qu'il y a derrière sur le montée de l'extrémisme religieux, que pour la liberté des femmes, que pour une jeunesse libre, que pour l'impact colonial. Enfin, vraiment, c'était un roman extraordinaire. Et d'ailleurs, Maïs Abe, c'est l'autrice que j'ai choisi de lire durant tout le mois de juin pour un mois, un auteur, une auteurice. C'est un challenge qui est organisé par Nabolita. Et je vais me plonger dans les ouvrages de Maïs Abe, même si je crois qu'on pourra difficilement faire mieux que Au commencement était la mer pour moi. Je vais vous lire deux extraits de Au commencement était la mer, parce que je pourrais vous lire presque tout le roman à voix haute. Il est plutôt court en plus, mais bon, je ne peux pas, je n'ai quand même pas les droits, mais il est à lire, procurez-le vous, il est magnifique. Elle s'assoit dans un coin du patio et se recroqueville dans l'attente du jour. Pleine de tristesse et de lassitude, elle ferme les yeux. Au nom de quelle loi absurde, incompréhensible, doit-elle toujours renoncer à dire, à faire, avoir toujours à l'esprit ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, obéir à ceux qui veulent régir sa vie, son frère, sa mère et tous les autres, vivre sous les regards qui jugent, qui jaugent, qui agressent, qui condamnent, des blessures incessantes qui lui donnent parfois envie de se battre, mais la laissent surtout meurtrie et vulnérable. Peu à peu autour d'elle, le silence se peuple de bruissements imperceptibles. Elle se dit, de toutes les histoires qu'on lit ou qu'on raconte, les plus belles sont les histoires d'amour sur fond de mort, depuis toujours. Il suffit simplement de se dire que l'amour
et de le croire très fort, et de fermer les yeux en serrant les paupières. Mais déjà dans le mot amour, il y a presque toutes les lettres de la mort. Voilà, j'ai envie de continuer à vous citer plein d'extraits, tant c'est une langue fine, précise, et c'est à lire, c'est un texte qu'on a envie de lire à voix haute. Malheureusement j'étais dans le train quand j'ai lu, donc j'ai pas pu le faire, mais il est magnifique et je ne peux que vous recommander de découvrir cette autrice qu'est Maïssa B, et ce roman Au commencement était la mer. Poussée par la magnifique vidéo d'Antastasia qui est sortie en février sur les romans d'amour autour du monde, j'ai lu Jamilia de, et c'est là qu'on rigole, Chingiz Aitmatov. Voilà, c'est un auteur du Kurdistan. Ce roman, c'est donc une histoire d'amour qui fait 100 pages et je trouve que la préface est un plus au roman en fait. La préface d'Aragon est sublime, incroyable. Et le roman en lui-même, personnellement, m'a laissé un peu de marbre. Je suis passée à côté et j'ai très peu de souvenirs qui m'en restent. Je pense que c'est quand même une bonne lecture, mais ouais, aujourd'hui il m'en reste pas grand chose. Dans ce roman on suit l'histoire d'amour entre Jamilia et Dainar par les yeux d'un autre personnage, d'un troisième personnage qui est notre narrateur, qui est lui aussi amoureux de Jamila mais qui est plus jeune et qui est surtout le beau-frère de Jamila puisque Jamila est déjà mariée. Mais son mari est parti à la guerre. Donc elle évolue au sein de sa famille, à nouveau un petit peu comme dans le roman de Maïssa B, là le poids des traditions, le poids de la famille, le poids du regard du village est très présent sur les femmes, sur leur liberté, le conditionnement, sur ce que peut faire ou pas une femme mariée, où elle habite une fois que son mari n'est plus là. Enfin, il y a vraiment tout un poids des traditions comme ça. Sur fond de guerre aussi, à nouveau, sur fond de pays chauds, sur fond de sable, sur fond de moiteur et d'humidité, et on a Jamila et Dainar qui lui dressent des chevaux. C'est une histoire d'amour impossible à nouveau, et du point de vue de ce troisième personnage qui voit et comprend sans comprendre ce qu'il se joue entre Jamila et Dainar, il y a des passages à nouveau très beaux, mais personnellement je suis passée à côté de ce récit, et en fait je préfère la préface de Louis Aragon au roman presque en lui-même. C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais vraiment la préface d'Aragon en fait laisse présager une histoire 1000 fois plus incroyable que ce qu'elle n'est, peut-être du fait de sa brièveté en fait. Peut-être que si le récit avait été plus long, avait été plus développé, je me serais plus attachée au personnage, il m'en resterait plus aujourd'hui. Je vous lis un extrait de la préface d'Aragon et je vous lis ensuite les premières lignes du roman. Rien de ceci n'explique que quelque part dans l'Asie centrale, un jeune homme au début de la seconde moitié du XXe siècle ait écrit une histoire qui est, je vous le jure, la plus belle histoire d'amour du monde. Et voilà qu'ici, dans ce Paris orgueilleux, le Paris de Villon, de Hugo, de Baudelaire, le Paris des rois et des révolutions, le Paris séculaire des peintres, où chaque pierre rappelle une histoire ou une légende, où il y a eu tant d'amoureux que pour les citer, c'est comme dans la chanson, je ne sais lequel prendre. Dans ce Paris qui a tout vu, tout lu, tout éprouvé, brusquement ni Werther, ni Bérénice, ni Antoine et Cléopâtre, ni Manon Lescaut, ni l'éducation sentimentale ou Dominique ne me sont rien, parce que j'ai lu Jamilia. Plus rien Roméo et Juliette, plus rien Paolo et Francesca, plus rien Hernani et Dona Sol, parce que j'ai rencontré Dainar et Jamilia, dans l'été de la 3e année de la guerre, dans cette nuit d'août 1943, quelque part dans la vallée du Kourougreu, avec leur chariot à grains et l'enfant Seït qui raconte leur histoire. Et me revoilà devant ce petit tableau dans son cadre modeste. Demain, dès le matin, il me faut aller à l'Aï, et je regarde le tableau longuement et attentivement, comme s'il allait me dire bon voyage. Ce tableau-là, je ne l'ai jamais encore envoyé aux expositions. De plus, quand il vient chez moi de là et des gens de ma parenté, je m'efforce de le dissimuler. Non qu'il y ait en lui quelques raisons de honte, mais c'est loin d'être un exemple d'art. Il est simple, comme simple est la terre qui y est représentée. Dans la profondeur du tableau, il y a la ligne d'un ciel fané d'automne, le vent. Par-dessus une lointaine rangée de montagnes chasse de rapides petits nuages pis. Au premier plan, d'un rouge-brun, la steppe des absinthes. Et le chemin noir qui n'a guère eu le temps de sécher après les pluies récentes. Sur les bas-côtés, secs, se serrent des arbrisseaux brisés. Le long de l'ornière détrempée viennent s'aligner les traces de 2 voyageurs. Plus elles s'enfoncent loin, plus elles sont faibles sur le chemin.
Et quant aux voyageurs, on dirait qu'ils n'ont plus qu'un pas à faire pour sortir du cadre. L'un d'eux, mais j'anticipe un peu. C'était au temps de ma prime jeunesse. On était dans la 3e année de la guerre. Du côté des classico-classiques, j'ai enfin lu dans ma vie les lettres portugaises qui auraient été écrites par le vicomte de Guilherag et qui ont été publiées comme étant authentiques, comme étant les traductions de véritables lettres écrites par une nonne portugaise au XVIIe siècle. Alors, les lettres portugaises, c'est toute une histoire, c'est un roman épistolaire, c'est un genre qui est très en vogue en France à ce moment-là, et ça prend le parti pris d'une jeune femme qui est une nonne dans un couvent au Portugal, et qui écrit à son amant, qui est un soldat français, qui est en France. Elle lui écrit 5 lettres. Et ces 5 lettres, c'est 5 étapes du deuil amoureux, si on veut. C'est à 5 moments différents de la rupture, puisque cette jeune nonne, donc c'est une histoire tout à fait inventée, hein, qui est fictive, même si à l'époque on l'a fait passer pour une histoire vraie, mais on sait aujourd'hui que c'est une histoire fictive, que ça n'a jamais eu lieu, que ça n'a pas existé, que ce n'est pas vraiment une nonne qui a écrit ces lettres d'amour-là. Et les premières lettres sont bouleversantes. Enfin, forcément, les chagrins d'amour, on croit qu'on ne s'en remet pas, surtout quand c'est son premier chagrin d'amour, on croit qu'on ne s'en remettra jamais, qu'on va en mourir, et le temps fait miraculeusement bien les choses, et c'est terrible de se dire que le temps soigne tout, que le temps apaise tout, et c'est ce qui se passe tout au fur et à mesure de ces 5 lettres en fait. Et il y a cette notion du temps qui passe et qui va changer le regard de cette jeune nonne sur son histoire d'amour avec ce soldat qu'elle idolâtre. C'est même pas de l'amour, c'est de l'idolâtrie, plus que son propre Dieu, plus que son Seigneur, plus que son dit céleste époux qu'elle est censée aimer en tant que nonne. Elle a connu les plaisirs de la chair, elle a eu son amant et sa famille, elle a renié, elle est enfermée dans ce couvent et c'est extrêmement prenant et on voit l'inconstance des hommes et bon, ça peut être aussi l'inconstance des femmes hein, forcément, mais là dans ce récit on sent vraiment l'inconstance des hommes, le fait d'avoir cet homme qui l'a séduit et qui l'oublie, qui la laisse tomber, qui ne lui écrit plus, qui ne lui a laissé qu'un portrait qu'elle a comme ça dans sa cellule et qu'elle idolâtre. Et là-dessus ça m'a fait un petit peu penser au portrait de la Madone dans la cellule du moine Ambrosio dans Le Moine de Lewis, mais la comparaison s'arrête ici. La langue est magnifique, c'est très beau, c'est très prenant. J'ai été surprise de la fin en fait des lettres portugaises parce que en 5 lettres sur fond de déchirure amoureuse avec une nonne, on s'attend à quelque chose de waouh, on s'attend à ce que ça monte, à ce que ça aille crescendo et au début les premières lettres ça gonfle comme ça et ensuite sans vouloir spoiler, en tout cas je m'attendais pas à cette fin là, en tout cas je m'attendais pas à ça à la fin et c'est d'autant plus réaliste je trouve et presque cruel et cynique sur l'existence et sur les sentiments. C'est tout ce que j'ai à vous en dire en tout cas sur les lettres portugaises, découvrez-le, ça va très vite à lire, il y a plein de petites éditions pas chères, c'est un classique, c'est... Oh puis bon ça reste toujours beau quand on parle de chagrin d'amour je trouve. Est-ce là la récompense que vous me donnez pour vous avoir si tendrement aimé? Mais il m'importe, je suis résolue à vous adorer toute ma vie et à ne voir jamais personne. Et je vous assure que vous ferez bien aussi de n'aimer personne. Pourriez-vous être content d'une passion moins ardente que la mienne? Vous trouverez peut-être plus de beauté. Vous m'avez pourtant dit autrefois que j'étais assez belle. Mais vous ne trouverez jamais tant d'amour, et tout le reste n'est rien. Ne remplissez plus vos lettres de choses inutiles, et ne m'écrivez plus de me souvenir de vous. Je ne puis vous oublier, et je n'oublie pas aussi que vous m'avez fait espérer que vous viendriez passer quelque temps avec moi. Hélas, pourquoi n'y voulez-vous pas passer toute votre vie? S'il m'était possible de sortir de ce malheureux cloître, je n'attendrais pas en Portugal l'effet de vos promesses. J'irai sans garder aucune mesure vous chercher, vous suivre et vous aimer par tout le monde. Parlons un petit peu poésie maintenant. Ce printemps, j'ai redécouvert Robert Desnos avec ce recueil Corps et Biens. C'est une d'entre vous sur Instagram, une abonnée, qui sur son compte a publié un extrait d'un poème de Desnos. Et quand j'ai vu ce poème-là, c'est celui que je vais vous lire,
je me suis dit, il faut que je trouve ce recueil, il faut que je lise Robert Desnos, moi qui n'avais jamais lu vraiment Robert Desnos, c'était juste un auteur, un poète que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais lu. Et dans ma petite librairie, j'ai trouvé ce recueil dans lequel il y a ce poème et j'ai donc dévoré corps et biens de Robert Desnos. C'est un poète surréaliste, c'est un recueil qui est publié dans les années 30 qui regroupe plusieurs chapitres de poésie de la vie de son auteur, si on veut. Il y a, comme chez tout surréaliste qui se respecte, une immense part offerte aux rêves, aux songes, à l'amour, à la mort, à l'absence, à l'ésotérisme presque, au mysticisme, au jeu de mots, à l'obsession pour le langage, à l'expérimentation langagière. Donc c'est passionnant à lire. Parfois ça touche pas. Voilà, il y a toute vraiment la première partie du recueil qui m'a pas touchée, tout ce qui est vraiment dans l'expérimentation du langage, dans les jeux de mots, dans les tournures de phrases, dans les poèmes qui se répètent, enfin dans la déconstruction comme ça m'a pas touchée. J'admire intellectuellement, on va dire, l'expérimentation, mais elle ne me touche pas. Et arrivé à la partie à la mystérieuse, en fait, après avec Ténèbres, j'ai été complètement absorbée par ce récit. Enfin, par ce récit, vous voyez, j'arrive à employer le terme de récit alors que non, c'est juste un recueil de poèmes, entre guillemets. Et à la mystérieuse, ça parle de la femme aimée qui n'existe pas, qui n'est peut-être qu'un songe, qui n'est peut-être qu'un fantôme et qu'on ne veut pas concrétiser, en fait. Et c'est magnifique, tout cet amour qu'on ne veut pas réellement concrétiser, qu'on préfère voir de loin, même si ça nous fait souffrir. C'est presque comme les amours des troubadours médiévaux, enfin, ou de l'amour courtois au Moyen-Âge. Ça a ce côté de la dame aimée et lointaine et ce désir qu'il ne faut pas assouvir, qu'on a peur d'assouvir et qui doit rester inassouvi pour rester brûlant. Il y a ce côté-là un petit peu chez Desnos et dans cet amour-là, dans ce qui fait de cette description de l'amour. Après, il y a Les Ténèbres qui suit, et là, il y a tous ces poèmes sur la mort, et c'est bon, bah voilà, c'est très très fort, c'est magnifiquement écrit. Je me souviens qu'un jour quelqu'un m'avait dit « Je pense que ton poète préféré c'est Robert Desnos » et je lui avais dit « Mais alors non, n'importe quoi, vraiment pas du tout, j'aime pas Desnos » alors que je connaissais pas vraiment. Et je ne dirais pas aujourd'hui que c'est mon poète préféré, mais c'est celui pour l'instant que j'ai lu cette année qui m'a fait la plus forte impression. Voilà, et je m'en vais vous lire tout de suite le poème qui m'a fait tomber en amour de Robert Desnos. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas au contour de ton corps peut-être, et que devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre sans doute. Ô balance sentimentale, j'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme qui ne me reste plus peut-être, et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre 100 fois que l'ombre qui se promène, et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Il y a plein de choses comme ça, il y a beaucoup de passages très très beaux sur l'amour, et l'absence d'amour, et le désir d'amour. J'ai lu, roulement de tambour, j'ai lu de la philosophie. Ouais, j'ai lu de la philosophie, j'ai lu Lettres à Ménécée d'Épicure. Alors, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, ou si vous ne le saviez pas, je déteste la philosophie. J'ai eu un prof... voyez le rôle de Christian Clavier dans le film Les Profs, qui est pas un bon film, mais bon quand même. Et ben voilà, ce stéréotype-là de prof, c'était mon prof de philo. Donc j'ai pas eu philo en fait moi en terminale, et quand vous êtes en bac littéraire ça fait un peu mal aux fesses, donc j'ai pas eu la moyenne du tout en philo. J'ai jamais réussi à comprendre, je suis pas câblée pour la philo, j'ai pas eu les clés en fait pour comprendre la philo, pour arriver à lire des textes de philosophie et les comprendre. Et
Là, j'ai ressenti durant ce printemps une appétence pour la philosophie, pour le besoin de comprendre des choses, de comprendre le bonheur, de comprendre la mort, de comprendre la pensée. J'ai besoin d'avoir autre chose que de la fiction pour réfléchir et j'ai voulu comprendre la fameuse maxime Carpe Diem, qui est une phrase qui est lancée à tort et à cri par beaucoup de gens et que j'ai longtemps reniée parce que moi je ne suis pas... Enfin, j'étais contre l'idée d'épicurisme et de carpe diem et de plaisir facile que l'on prend. C'est pas vraiment ma philosophie de vie. Les plaisirs, tout ça de la vie, c'est pas trop mon idéal, on va dire. Et la vie parfois fait que vous en arrivez vous aussi parfois. Et la vie fait que vous dites parfois vous aussi carpe diem, je m'en fiche et je le fais. Et je commence un peu à respirer, à me dire cueille le jour, profite de l'instant présent parce que on ne sait pas. Et c'est pour ça que j'ai lu L'être à Ménécée d'Épicure, qui est vraiment accessible. Voilà, pour quelqu'un qui vraiment ne comprend pas la philo, qui est obligé de relire 2-3 fois la phrase, le paragraphe pour comprendre, là vraiment grâce au dossier avant et aux notes à la fin du texte, j'ai vraiment compris ce que j'ai lu. Et c'était très intéressant. Et là, ça remet en question la notion d'épicurisme telle qu'elle a été vulgarisée. Et c'était très intéressant de voir que Épicure, en fait, ce qu'il dit, c'est que la quête du bonheur, c'est la philosophie, en fait. Qu'il faut passer son temps à réfléchir à la philosophie parce que c'est ça qui nous permet d'atteindre le bonheur. Et que, oui, il faut prendre les plaisirs, il faut profiter de la vie, mais qu'il y a toujours une balance à faire, un équilibre entre les plaisirs et ce qu'ils nous apportent, en fait, sur le plus ou moins long terme. Et il dit que si on prend un plaisir comme ça qui est fugace, mais que sur le long terme ça nous apporte plus de malheur qu'autre chose, et ben il ne faut pas prendre ce plaisir-là. Et c'était très intéressant à lire, à mettre en perspective. Et il y a aussi toute sa réflexion autour de la mort, de ce que c'est que la vie et l'existence, et de ce qu'est la peur de la mort, et de dire que la vie c'est la sensation, profiter de la vie c'est profiter des sensations, de ce que nous offre notre corporalité, notre humanité, et que la mort est synonyme d'absence de sensation. Donc de toute façon il ne faut pas en avoir peur puisqu'on n'éprouve pas la douleur, on n'éprouve plus rien, c'est rien, donc il ne faut pas avoir peur du rien. Alors ce sont des belles phrases, ce sont des belles paroles philosophiques, on en fait ce qu'on en veut, mais ça donne toujours matière à penser. Voilà, donc je vais vous lire un petit extrait de philosophie, c'est une première pour moi. Voilà, si vous avez d'autres ouvrages philosophiques accessibles à me proposer, je suis preneuse, donc dites-moi ça en commentaire. Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. Par suite, la surconnaissance que la mort n'est rien pour nous fait que le caractère mortel de la vie est source de jouissance, non pas en ajoutant à la vie un temps illimité, mais au contraire en la débarrassant du regret de ne pas être immortel. En effet, il n'y a rien de terrifiant dans le fait de vivre pour qui a réellement saisi qu'il n'y a rien de terrifiant dans le fait de ne pas vivre. Et le dernier livre que je vous présente dans ce point lecture, c'est Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante. Quelle claque que ce livre. Voilà, ça y est, j'en suis toute émue. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai fait un post en fait. Je travaille sur un projet, un spectacle, une mise en scène qui s'appelle Reclaim au cœur de l'obscur, qui est un spectacle qui traitera de l'écoféminisme et notamment de la figure de la sorcière. Et donc j'ai à peu près lu tout ce qui touchait à l'écoféminisme et à la figure de la sorcière ces dernières années, et je n'avais pas lu Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante encore, et comme là le projet revoit le jour, que je commence à remettre le nez dedans, j'ai acheté Le complexe de la sorcière, me disant que j'allais trouver matière un petit peu à penser ou à citation pour mon projet. Et en fait, c'est venu éclairer toute une part de ma création. C'est donc un récit d'autofiction. Isabelle Sorante commence son récit en disant qu'elle a la vision, une fois, d'une femme dans une cellule qui est le crâne rasé, qui a l'air d'être une jeune fille, qui a froid. Et elle se dit, bon, c'est une sorcière a priori. Qu'est-ce que je fais de cette image ? Quand on est écrivain, auteur, autrice, on se dit, bon ben, je vais en faire un roman, je vais en faire quelque chose.
Et elle se dit mais je veux pas faire un roman historique, qu'est-ce que j'en fais? Bon ben je vais lire des choses sur la figure de la sorcière. Et c'était drôle parce que du coup j'ai vu l'autrice narratrice lire les mêmes ouvrages que moi j'avais lus l'année dernière autour de cette figure-là, des ouvrages que je connais bien, c'est même des ouvrages aussi que j'ai lus avant, puisque j'avais participé à un colloque universitaire autour de la figure de la sorcière il y a quelques années. Et donc il y a ça, et ça nous parle donc des mémoires transgénérationnelles, de féminisme, de dire que les femmes aujourd'hui, si on a peur, s'il y a des choses qu'on cache, si on cache notre savoir, si on a un syndrome de l'imposteur, ça vient aussi de ces époques-là, très certainement que c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui se transmet de femme en femme, de génération en génération, cette peur-là. C'est passionnant à lire, ça m'a donné aussi envie de lire plein de penseurs, de psychologues qui ont théorisé là-dessus. Et arrivée à la deuxième partie du roman, elle dit en fait je crois que si la figure de la sorcière me touche comme ça, c'est parce que j'ai été harcelée à l'école. Elle le dit avec des mots différents de ceux que je viens d'employer. Et là je me suis trouvée confrontée à un choix qui était: est-ce que je continue ce roman, ce livre, cette autofiction, ou est-ce que je le referme et je fais comme si je n'avais rien lu et je m'arrête juste aux mémoires transgénérationnelles? Parce que j'ai été moi-même harcelée à l'école, au collège, durant 4 ans. Ce sont mes fameuses 4 années d'enfer d'adolescence. Lire ensuite le témoignage d'Isabelle Sorante, que je ne sais, dont je ne sais pas jusqu'à quel point il est vrai, ça m'a replongée moi-même dans ces années d'adolescence, et jusqu'à aujourd'hui j'avais fait le choix d'éviter de lire ou de regarder tout ce qui touchait de près ou de loin au harcèlement scolaire, parce que on a peur de ce que ça peut réveiller en nous. Et là, à la fin de ce récit qui ensuite parle d'autre chose, parle d'amour, parle de pardon, parle du rapport aux hommes, de comment on se construit, enfin voilà. Mais une fois que j'ai terminé ce récit, j'étais bouleversée. Ça m'a retournée complètement parce que je ne m'attendais pas à trouver ça dans ce récit, je ne m'attendais pas à ce que ça parle de harcèlement scolaire. Et je ne m'attendais pas à ce que ça m'apprenne que en fait si je choisis aujourd'hui de faire un spectacle sur la figure de la sorcière, je ne le choisis pas par féminisme peut-être, pas que en tout cas, mais je le choisis parce que moi aussi j'ai été cette figure de bouc émissaire, cette figure traquée, humiliée, violentée, mise à l'écart, marginalisée, à qui on a fait subir des choses innommables, comme on l'a fait à ces femmes en fait qui étaient accusées à tort. En des siècles pas si reculés que ça, hein. La chasse aux sorcières ça date pas du Moyen-Âge, c'est une invention plus récente. Et ben ça m'a mis un coup, et en tout cas ça a éclairé tout un pan de ma création, et ça m'a mis en lumière pourquoi je faisais ce projet là. C'est très intime de partager ça avec vous, c'est un roman, enfin c'est un récit, je peux pas dire que c'est vraiment un roman, mais je peux dire que c'est un thème, un texte qui est venu me heurter en plein cœur et qui m'a réveillée et qui a... Enfin voilà, la littérature ça peut sauver, la littérature ça apporte quelque chose, la littérature ça apporte une matière à penser à nouveau, et ça chamboule et ça permet de réfléchir. Et moi c'est la littérature, le théâtre, c'est l'art en général qui m'a permis de me sortir de tout ça. Et là aujourd'hui, plus de 12 ans après, tomber sur un récit comme ça qui vous dit en fait que l'adulte que vous êtes aujourd'hui et les valeurs que vous portez aujourd'hui, elles sont là par rapport à votre vécu qui n'a pas été tout beau tout rose. Ça s'appelle la transcendance, et moi c'est quelque chose qui me fascine, la transcendance. Bref, je vais pas partir dans mes explications parce que je veux que cette vidéo fasse moins de 30 minutes, mais lisez Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante, c'est un récit nécessaire, beau, fort, pas glauque, jamais. Très vrai, très réaliste sur tout ce qui se passe, sur le féminisme, les femmes, l'amour, le harcèlement scolaire, la notion de pardon, la notion de famille à nouveau, de séparation, de construction d'identité. Voilà, c'est tout ça le complexe de la sorcière. Tous ceux qui ont fait un tour aux enfers apprennent très vite qu'on ne peut pas raconter ça à n'importe qui. Entre ceux que ça excite et ceux qui ne veulent rien entendre, et ceux qui vous regardent en se demandant comment vous pouvez encore être normal, et ceux qui se disent « heureusement que ça ne m'est pas arrivé à moi », on apprend vite à repérer les autres, ceux qui voient dans l'obscurité. Voilà, c'en est fini de mon point lecture. Je vous retrouve bientôt pour faire le point sur le printemps japonais. Je vous souhaite une belle fin de printemps. J'espère que tout va bien pour vous.